Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue à la 29e édition du Geneva International Film Festival, à l'occasion de cette cérémonie et masterclass liée au Geneva Award. On s'excuse pour le petit retard pour le départ de cette cérémonie. Pour nous, c'est toujours l'occasion, ces prix honorifiques, à la fois de distinguer des personnes qui ont une trajectoire artistique vraiment singulière, et puis aussi d'organiser des rencontres entre le public et ces personnes pour qu'on puisse un peu entrer dans leur univers. L'année dernière, on a dédié ce prix à Nicolas Winding Refn, on avait une équipe qui était partie à Copenhague pour organiser un duplex depuis chez lui. C'était un moment déjà très très marquant de l'histoire du festival, et cette année je suis particulièrement ravie et puis émue que nous ayons l'occasion d'accueillir le collectif Courtrajmé. C'est très important de pouvoir les accueillir pour différentes raisons. Ils font vraiment écho à plusieurs zones ou réflexions qu'on se fait dans le cadre du festival à propos de l'audiovisuel. Le premier, c'est la question du travail en commun, de la collectivité. Et puis, depuis l'inception du collectif, au début des années 90, il y a une conscience très forte des différents formats de l'audiovisuel et d'une recherche qui soit en dehors des sentiers battus, des formats qui semblent absolument évidents. Et puis, depuis 2018, sous l'impulsion de l'Ajli, le collectif a fondé une première école de Courtrajmé à Montfermeil. Et cette école propose gratuitement des cours à des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme. Et cette école est aussi gratuite. Et ça souligne vraiment le besoin d'inclusivité et de mixité de vision dans l'audiovisuel a tellement besoin aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, je suis vraiment ravie, et toute l'équipe du GIF est extrêmement ravie qu'ils aient accepté et surtout qu'ils soient venus ici pour nous parler à la fois de l'épopée incroyable de ce collectif, de la fondation de l'école et puis des futurs enjeux aussi et de leur vision de l'audiovisuel. Voilà, merci de votre patience. Je vais appeler sur scène nos invités dans l'ordre. Donc je vais appeler Kim Chapiron, Romain Gavras et Toumani Sangaré, qui sont les fondateurs du collectif. Ah oui, s'il vous plaît. Tu peux t'asseoir. Voilà, là. Merci. Et Toumani Sangaré, qui peut aussi monter sur scène. Merci. Et puis j'appelle aussi l'Ajli, Nabil Zerfa. Je vois qu'il y a des gens comme les filles. Et Yassine Lassar Ramdani. Voilà. Donc la scène est petite, on a un peu de la peine à accueillir tout le monde. Donc voilà, merci d'être ici. Vous avez devant vous un trophée qui a été designé par une étudiante de la HEAD, la Haute École d'Art et de Design. Madeleine Chaumette. Je ne sais pas si elle est dans la salle, l'année dernière, elle était là. Donc, merci. Et puis, cette masterclass va être guidée par Margot Paralon, qui va nous rejoindre aussi. Vous pouvez, bien évidemment, aussi. Bonsoir. Je vous laisse. Merci d'avoir accepté. Et je vous laisse aussi un micro. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux et bonjour à vous et merci d'être aussi nombreux aussi. On a donc 6 membres du collectif Courtrajmé avec nous ce soir. Et pour comprendre finalement ce collectif, je pense qu'il faut revenir au début. Et le début, c'est avec vous, Kim Chapiron, avec vous, Romain Gavras, et avec vous, Toumani Sangaré. Le début, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, dans un même immeuble, je crois. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire, justement, de la naissance du collectif ? Bien sûr. Déjà, merci d'avoir fait le déplacement à tout le monde. On est ravis de partager avec vous
l'histoire de Courtrage. Mais merci au festival, on tenait à tous vous remercier de ce prix et d'avoir l'occasion de se retrouver tous ensemble. Donc merci beaucoup, et pour ceux qui sont venus aux projections, merci aussi. Donc pour répondre à votre question, à la base c'est donc une envie de se retrouver entre potes. Ça a commencé entre 94 et 95, donc ça remonte à quand même quelques temps. Je dirais que la chance qu'on a eue par rapport à l'évolution du collectif, c'est de commencer à l'époque où la vidéo se démocratisait. Donc on avait les petites caméras familiales, pour ceux qui connaissent, c'était des V8, des H8, donc des petites caméras qui permettaient justement de ne pas trop avoir de connaissances. Et nous, on se retrouvait les week-ends pour raconter des histoires qui nous passaient par la tête. Donc c'était vraiment un prétexte pour se retrouver entre potes. Et le premier film qu'on a fait avec Romain, qui s'appelle Paradoxe perdu, on était donc là tous, on se connaît depuis la primaire, quoi. C'est avant tout une histoire quand même de famille, Courtrage-May, qui a été donc, je dirais, le leitmotiv et la dynamique permanente de ce collectif jusqu'à aujourd'hui avec l'école. Et ces premiers films, je dirais, ont bénéficié de plein d'arrivées. C'est-à-dire qu'il y a eu l'arrivée du premier matériel vidéo qu'on pouvait utiliser tout seul. À cette époque, nous, on était très très inspirés par la culture hip-hop. Donc il y avait ces objectifs qui aujourd'hui, je dirais, n'existent même plus, qui étaient les fisheye, qui étaient associés à toute la culture rap, à la culture skate. Nous, on les mettait sur ces caméras familiales et qui donnaient un certain caractère à nos films. Il y a eu donc cet objectif, les caméras et l'arrivée des premiers iMac, donc la possibilité d'éditer, de mettre des petits effets vraiment basiques, et surtout l'arrivée d'Internet. Donc à cette époque-là, il y avait très peu de contenu, et nous, je dirais, nos premiers émois, nos premières petites histoires ont eu tout de suite un public qui était tous ces gens qui étaient à la recherche de contenu. Donc les premières plateformes qui étaient Dailymotion, YouTube, il n'y avait quasiment rien. Donc je dirais que le tout début de Courtrage-May a bénéficié de ça. Au début, c'était très niche, dans le sens où le court-métrage était quelque chose qu'on ne pouvait jamais voir, en fait. C'était souvent... on pouvait voir des courts-métrages avant les longs-métrages dans les salles de cinéma, mais personne ne pouvait réellement consommer de courts-métrages, on n'en voyait jamais. Donc nous, on s'est servi justement de ça, en le brandissant comme une grande fierté, de se dire que nous, voilà, le format court, c'était nous, c'était notre identité. Et on a commencé à faire donc tous ces premiers courts-métrages avec Romain, avec Toumani, avec Latch, et d'autres membres du collectif. Et je dirais que la vraie impulsion, donc je parlais tout à l'heure des débuts de la culture hip-hop en France, donc c'était les années 80 et nous 90, on arrivait juste quand ça commençait à éclore. Il y avait toute cette volonté, je dirais, un peu, on parle d'ego trip, on parle de captiver l'attention, donc c'était toute une culture d'exister, de crier son existence. Et nos courts-métrages étaient souvent même présentés dans des concerts. C'était une autre façon de consommer des images. Et je dirais que le moment où on a pu réellement toucher un autre public qu'un public juste curieux de format court, c'est le moment où on a rencontré différents groupes de musique, donc, comme Rossé, comme la Mafia Quinfri, le 113, Oxmo Puccino, TTC. Et que là, nous, notre communauté de cinéma... très je dirais terroir, a rencontré d'autres communautés, et c'est à partir de là que le collectif La Griffe en fait s'est fait connaître. Et le tout départ de Courtrage-May, c'était surtout ça en fait. Oui. Non, et surtout il faut rappeler que en 94-95 on avait 14 ans, donc on était très jeunes quand on a commencé, donc les premiers courts-métrages étaient souvent complètement guidés par l'instinct, souvent très débile, mais le fait d'en faire plein, ça nous a permis d'apprendre et de se tromper, de se relever. Et sur la musique, en fait, comme disait Kim, le format court, c'est un format que personne ne voit. Aujourd'hui, peut-être un petit peu plus avec Internet. Mais avec la musique, les clips nous ont aussi permis d'avoir un public plus large, parce que comme tu disais, d'un coup, c'est une communauté musicale qui rencontre une communauté d'images. Et du coup, c'est devenu un tout petit peu notre griffe de faire des formats courts où la narration, elle n'est pas forcément guidée par une narration très longue de long métrage,
mais par quelque chose de plus instinctif et de plus sur le vif. Oui, parce qu'il faut rappeler, Romain Gavras, enfin vous, mais vous êtes plusieurs dans ce cas, que vous avez aussi réalisé beaucoup de clips. On se souvient de Bad Girls notamment. Voilà, alors ça c'est arrivé après. Bien après, mais... On a commencé très jeune et à un moment donné, on a commencé à tous, qui m'a fait en premier son film Chétane, et après on s'est un tout petit peu plus tous spécialisés dans des registres différents. Moi, le clip, c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai adoré le médium clip, parce que justement, sur un format court, d'un coup, il peut avoir un impact presque plus gros qu'un film, parce que tout le monde le voit d'un jour à l'autre. Et voilà, mais ça, c'est arrivé un tout petit peu plus tard. Et les débuts de Courtrage-Mais, Kim les a très bien racontés. Est-ce que Toumani, tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que là, tu as quelque chose à rajouter? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça a été vachement animé aussi par cet esprit de groupe où on faisait tout ensemble, hein, on vivait ensemble, on partageait tout, nos films, on débarquait à 20, 30, 40 personnes. Il y avait cet esprit de... à l'époque, c'était la mode des bandes. On avait des bandes de rollers, on avait des bandes de rappeurs, de danseurs, voilà, et nous on a créé notre bande de vidéomakers, donc et ça nous donnait une énergie folle. On débarquait comme ça, quoi, en crew, et on faisait des choses, quoi, tout simplement. Voilà. Et vous avez toujours su que ça allait, que c'était pas un jeu en fait, que ça allait vraiment devenir votre métier, que vous alliez faire ça tout le temps, ou c'était beaucoup plus instinctif? Non, c'était vraiment... On s'amusait vraiment quand on a 14-15 ans, qu'on fait ça, c'est... voilà, c'était... on était animés uniquement par le plaisir de déconner. On était en vacances et le soir même, on allait faire un film toute la nuit. Quand on a fait Psycho Negro 1, on a décidé de ça l'après-midi, et le soir, on a débarqué dans l'appartement de l'oncle de Kim, qui était vide. Ils étaient partis en vacances, et on a fait un film, quoi. Bah, c'était avant Black Panther, on voulait faire le premier super-héros noir, et c'est Toumani Sangaré. Ça s'appelait Psycho Negro. Et donc oui, les premiers courts-métrages étaient vraiment comme disait Romain, c'est-à-dire qu'il y avait un temps de réflexion très très limité pour élaborer les scénarios. C'est pour ça qu'on a fait le manifeste Courtrage-Mais, où je ne jure de ne pas écrire un scénario digne de ce nom. C'était une fierté. Et généralement, les idées, elles venaient, et dans la seconde, il fallait rebondir et trouver. C'était, comme on disait, un prétexte de se retrouver. Par exemple, Romain, lui, le premier, c'était Y'en ai marre de courir. C'était le premier film de Romain. Et il y avait déjà un sens de la titraille, hein, quand même. Avec Toumani, on avait fait Psycho Negro, donc Psycho Negro, on était très très jeunes. Paradoxe perdu, c'est le premier qu'on a fait avec Romain, où à l'époque, on était juste tous les deux et on jouait tous les rôles. Et c'était nos expériences hallucinogènes à tous les deux, avec une drogue psychédélique complètement inventée. Et c'était nos tripes intérieures et extérieures, où on a même une séquence qui a été on n'en parlera pas. On a une séquence de sexe avec Romain tous les deux. Ah ben, on a très envie de voir, du coup. Je crois que tout le monde a des images mentales. Exactement, je vous laisse deviner. Et c'était ça, en fait. On était jeunes, on voulait on voulait exister, on voulait attraper, en fait, les gens par n'importe quel moyen. Cette scène de sexe a été coupée au montage, bien sûr, hein. Elle est très suggérée, mais la vraie existe. Et juste après, on a fait un film qui s'appelle Les Frères Wanted. Et donc là, après toute ce moment, parce que nos films en fait tournaient en VHS, en CD-ROM, et donc déjà elles tournaient partout. C'est-à-dire que c'est ça qui a été joli, c'est que c'était même comme à l'époque du vinyle, des cassettes audio, tout ça. En fait, quand on avait la chance d'écouter un morceau, la chance de voir un film, c'est qu'on est allé le chercher. Et nous, on a bénéficié de ça, en fait. C'était que le film qu'on allait découvrir, il fallait le trouver. Et nous, nos VHS circulaient partout. Et quand Internet est arrivé, on avait déjà créé cette petite envie, comme nous, on allait chercher les maquettes de tel album qui allait sortir. Et nous, donc, ces films-là ont eu cette petite chasse au trésor.
Et donc, un des premiers films qu'on a fait avec Latch s'appelait Les Frères Wanted. Et Les Frères Wanted, c'est un enchaînement pareil d'idées saugrenues qui s'enchaînent les unes les autres. Et c'est donc, moi, j'étais souvent avec l'Union des jeunes Vietnamiens de France, à l'époque. Et Latch, en fait, arrive et il y a donc les cendres de toute cette mafia vietnamienne, du grand maître qui est là. Latch arrive, prend le vase avec toutes les cendres et le fait tomber par terre et se retrouve donc avec toute la mafia vietnamienne sur le dos. Et c'est là aussi qu'on a réussi à avoir, je dirais, l'intérêt d'acteurs qui sortaient, nous, de notre collectif et qui étaient des gens déjà... qui avaient une place dans le cinéma, qui ont commencé à rentrer dans nos films, et là on a eu encore d'autres communautés. Donc je dirais que Courtrage-May a bénéficié de tous ces petits moments-là qui tombaient pile au moment où nous on racontait nos histoires, et c'est la période aussi où Toumani faisait beaucoup d'allers-retours en Afrique, donc on ramenait des images qui venaient d'Afrique, des images qui venaient du Vietnam, des images, et puis on avait toujours cette volonté de raconter surtout des histoires et des personnages qu'on n'avait pas spécialement l'occasion de pouvoir voir dans les films qu'on regardait. Donc ça partait de cette impulsion de raconter des nouvelles images, raconter des nouveaux personnages, et qui a donc été, je dirais, notre ADN de départ, et qui continue de l'être à travers les longs métrages et à travers l'école qui a été fondée par Latch juste après. Latch, allez-y. Oui, juste un petit mot. Alors oui, moi c'est vrai, le point de départ, Kim, on se connaît, on s'est connus, on était tout jeunes, on avait 8 ans. Pour la petite histoire, Kim venait pendant les vacances à Montfermeil, parce qu'il avait de la famille là-bas, et on s'est rencontrés au centre de loisirs à 8 ans. Donc voilà, on est restés en contact, et quand on avait 14-15 ans, on se recontacte. Et moi, en tout cas, dans le collectif, j'ai commencé ma carrière en tant qu'acteur. Je jouais vraiment dans les courts-métrages de tout le monde, de Kim, de Romain, de Toumani. À chaque fois qu'il y avait un rôle, il pensait à moi. Donc j'ai commencé comme ça, et je découvrais un peu cet univers que je ne connaissais pas du tout, clairement. Le milieu du cinéma, enfin, c'était à des années-lumière de mon univers. Et donc voilà, je découvre cet univers avec tous mes potes, et je me passionne en tant qu'acteur, mais je me rends compte très vite que c'est pas ce que je veux faire. Donc j'ai toutes ces expériences de court-métrage, et j'enchaîne mon premier long-métrage en tant qu'acteur dans Chétan, le premier long-métrage de Kim Chapiron. Et il se trouve, après ce film, je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire. Donc à partir de là, je me dis, bon, j'arrête l'acting, et ce que je vais faire, c'est réaliser, filmer, parce que pareil, moi, à 17 ans, j'achète ma première caméra, et je commence à filmer un peu tout ce qui se passe autour de moi, parce que moi, j'habitais dans un quartier qui était assez difficile, donc à chaque fois, je sortais ma caméra, je me retrouvais avec des images assez dures. Et donc voilà, avec le temps, je filmais mes proches, mon entourage. Et à un moment donné, je me suis spécialisé dans le cop watching. Ça va faire rire Kim Chapiron. Pardon. Et donc, ouais, ça consistait à filmer les policiers quand ils intervenaient dans le quartier. Donc c'était vraiment ma spécialité. À chaque fois que les policiers intervenaient, je les filmais, jusqu'au jour où je filme cette bavure policière. Et donc il y avait un vrai dilemme. Je me rappelle encore à l'époque, j'avais la vidéo, j'appelle mes potes, je les dis, les gars, putain, j'ai une vidéo de ouf, faut qu'on se voit. Et on fait la réunion chez Romain. Et là, on décide de ce qu'on allait faire de cette vidéo. Est-ce qu'on la sort ou pas? Parce qu'on avait subi énormément de pression. Moi, je me rappelle à l'époque, des policiers m'ont appelé, m'ont dit, il ne faut absolument pas que la vidéo sorte. Si tu la sors, tu vas avoir des problèmes. Donc, grosse réunion. Et là, on décide d'appeler le papa de Romain, Costa Gavras. Et là, il nous dit, ouais, il faut absolument la sortir. Et on se met en contact avec, à l'époque, c'était rue 89. Et on diffuse la vidéo. Et donc, à partir de là, enquête de l'IGS. Et pour la petite histoire, c'était la première fois en France où les policiers étaient condamnés suite à la diffusion d'une vidéo diffusée sur Internet. Donc voilà, après, les policiers condamnés, c'était aussi le point de départ de mon premier film, Les Misérables, où je raconte cette bavure policière. Et donc, entre-temps, moi, je me suis surtout spécialisé dans le documentaire avant de passer à la fiction. J'ai fait plusieurs documentaires sur les révoltes en banlieue, 365 jours à Clichy-Montfermeil. À l'époque, on avait fait aussi un documentaire qui s'appelait 365 jours en Palestine. On a fait 365 jours au Mali. Tout ça avec Toumani Sangaré. Toute la série des 365 jours a été faite avec Toumani. Et donc, après le documentaire, je suis passé à la docu-fiction avec un docu qui s'appelait Go Fast Connection. Et de là, à partir de là, je me suis dit que j'avais envie de passer à la fiction. Donc voilà un peu mon parcours. Alors, on va reparler de 365 jours
à Clichy-Montfermeil notamment. Mais juste avant, est-ce qu'on peut dire un mot de ce qui se passe en 95 ? C'est l'année où sort La Haine. Et c'est un film qui va jouer un grand rôle, à la fois parce qu'il fait exploser Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel, qui vont avoir un grand rôle pour vous, pour le collectif Courtrage-Mais, et à la fois parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a, et je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça, qu'il y a un peu une bascule à ce moment-là de ce qu'on montre au cinéma. Vous parliez de représentations plus variées, Kim Chapiron, juste avant. Est-ce que voilà, ce film-là va finalement un peu ouvrir grand une brèche dans laquelle vous êtes engouffrés ? Je pense que oui, parce que nous, à cette époque-là, on devait avoir 14-15 ans. Et forcément, et donc Mathieu, dans cet immeuble du 20e, était notre voisin. Donc c'est le voisin du dessus qui fait le film le plus cool et le plus intéressant de l'année, mais pas que par le sujet, pas que par la représentation, aussi par le cinéma que ça propose. C'est-à-dire que c'est une vraie proposition de cinéma où d'un coup il y a quelque chose qui sonne pas franchouillard, qui casse un peu les barrières géographiques du pays. Et forcément, nous, ça nous a inspirés. Et je pense que l'année 95-96, il y a eu ça, mais aussi dans la musique, dans le rap à cette époque-là. Il y a eu une espèce de bouillonnement en France où nous, on est un peu les bébés de ce moment-là. Et après, Vincent Cassel nous a beaucoup aidés. Il jouait dans les courts-métrages de Kim. Il nous a ça a été un peu comme notre grand cousin cool qui nous a vraiment aidés. C'est-à-dire que d'un coup, quand on a 18-19 ans et qu'il y a Vincent Cassel, qui à cette époque-là est une star énorme, et dans les courts-métrages filmés en DV, où il n'y a même pas une table avec des Kit Kat ou du café, ça aide beaucoup. Et après, il a produit nos films, il a produit le premier film de Kim, il a produit mon premier film. Donc il y a une espèce de pérennité avec La Haine, forcément, oui. Pour rebondir sur la question de 95 et poursuivre ce que disait Romain, j'ai l'impression que l'impact qu'a eu La Haine sur nous, c'est surtout l'envie d'avoir une identité propre, une identité française. En effet, nous, cette époque-là, donc, comme le disait Romain, c'est donc, nous, on était quand même très jeunes et eux étaient complètement dans le paysage cinématographique. Ils étaient vraiment là. À partir du moment où ça t'intéresse pas là, ce que je raconte là. Et à partir du moment où donc on vit ça, nous, par procuration, on le vit réellement. Merci, ça m'a déconcentré. Et ce qui a été très très fort avec nous dans La Haine, c'était je dirais de voir ces gens-là qu'on avait vus très jeunes aussi, parce que dans cet immeuble-là, on était là depuis 1986, donc eux, ils étaient adolescents au début. Donc on les a vus, je dirais, devenir les gens de La Haine, mais on les avait vus avant La Haine, et ils faisaient leur court-métrage juste en face. Nous, c'était... il y avait la petite ceinture, c'est un immeuble dans le 20e arrondissement, et on les voyait tourner avec leur petite caméra de la même manière qu'on a commencé. Donc on a eu, je dirais, cette réalité en face de nous. Et je pense que ce qui a eu, la vraie résonance qu'il y a eu, en tout cas pour nous, pour la Griffe Courtrage-Mais, qui a vraiment donné de la force au collectif, c'est on s'est dit, avec justement la culture hip-hop qui devenait de plus en plus forte en France, le moment où il y a eu le clip de Mafia qu'un Free, où là, la Griffe Courtrage-Mais, le style, est devenu, je dirais, une façon de raconter le rap en France. Et le clip de la Mafia qu'un Free, pour nous, a été ce moment de bascule, où d'un coup, on ne copiait plus les Américains. On disait, nous, notre culture, la musique qu'on aime, les histoires qu'on aime raconter, auront ce son, cette façon-là, et puis auront cette image-là. Et c'est à partir de là, je dirais que vraiment le style, le caractère Courtrage-Mais est né, c'est-à-dire que eux, ils nous avaient montré la possibilité, voilà, d'incarner ça au cinéma, et nous, le clip a été vraiment le départ de la popularité du collectif. Alors, vous avez plusieurs d'entre vous mentionné le mot de famille. On comprend que c'est un groupe d'amis qui est devenu une famille. Comment on tient une famille aussi longtemps ? C'est la famille, on ne la choisit pas.
Et non, non, mais c'est une vraie question, parce que je pense que ce qui fait qu'on est toujours amis, c'est qu'on n'a jamais voulu faire de Courtrage-Mais une production. Donc il n'y a jamais eu d'argent entre nous. C'est-à-dire que ça a toujours été un collectif, mais quand on disait un collectif, il y avait même, je ne sais même pas si on allait déposer, enfin, déposez pas le nom pour nous, mais je crois que, enfin, on était tellement jeunes et débiles que c'est juste un nom. Et après, l'école est arrivée, mais ça n'a jamais été quelque chose où donc c'est resté pur toujours. C'est toujours resté pur. C'est pas devenu quelque chose où on va faire un studio de cinéma, on va faire une production. Chacun, on est parti dans nos... Quand Kim fait son film, ou quand Ladj fait son film, ou quand Toumani fait son film, on est chacun un petit peu dans notre coin, mais il y a l'esprit Courtrage-Mais de famille, où on s'entraîne, on se fait lire les scénarios, on vient sur les plateaux des autres, mais c'est pas sous une emblème de production. Et je pense que ça, en fait, c'est pas pour faire des grandes phrases, l'argent pervertit tout, mais en tout cas, c'est ce qui nous a tenus, c'est vraiment l'amour du cinéma et l'amour des copains. L'argent qu'on récupérait avec la vente des DVD, on se payait des t-shirts et on payait des bus pour tous aller dans les festivals. Donc on débarquait à 15-20 avec des minibus qu'on louait pour rester à chaque fois tous ensemble. On s'achetait des cookies aussi. Et voilà. Et c'était bien. Le collectif, c'est les cookies, quoi. C'est grâce aux cookies qu'on a continué. Mais ça a l'air d'être une méthode qui fonctionne. Ouais. Et bon, les cookies qu'on mange maintenant aujourd'hui sont un peu mieux, ils sont meilleurs qu'avant, mais c'est les cookies qui ont permis de garder l'esprit de famille. Est-ce que vous avez des gens qui vous ont inspiré, que ce soit au cinéma ou pas d'ailleurs, comme vous avez touché à beaucoup de choses, les clips, la pub, la musique. Est-ce que vous avez des modèles, des inspirations ? Moi, c'est le daron de Kim. Je ne l'ai jamais dit. Je le dis, c'est le daron de Kim qui a été mon modèle. Ça me touche beaucoup, Toumani. Je croyais que c'était Mobutu de ton... Aussi. Okay. Bah donc, Mobutu est mon père. Des inspirations, pardon. Ouais. Des inspirations, des inspirations dans le cinéma, il y en a plein. On peut commencer à sortir plein de noms. Nous, dans les clips. Vas-y. Non, mais en vrai, dans les clips, quand on était jeunes, comme on regardait beaucoup de clips, les Chris Cunningham nous passionnaient. Après, je pense que l'inspiration, je faisais une blague sur Mobutu, mais en vrai, par exemple, la façon dont Kadhafi s'habillait, ça m'a toujours inspiré. Mais pour certains costumes, à droite. Donc l'inspiration, elle peut venir de partout. Pas forcément. Tu veux dire que là, tu essayes de ressembler à Kadhafi là ? Non, parce que c'est dimanche, c'est le jeudi que... C'est jeudi, le jour Kadhafi ? Ouais. Très bien. On reviendra la semaine prochaine. Et là, t'es inspiré par qui, là, en termes de vêtements ? Ça commence pas avec... Là, d'une inspiration ? Pas forcément l'inspiration. Ouais, c'est moi tout seul, mes idées. Tout ça, là. Non, mais pour être très franc, moi, je m'inspire beaucoup du travail de Romain Gabras, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré depuis le début de ma carrière. Non, mais pour être très franc, non, pas spécialement d'inspiration comme ça. Moi, je pars du principe que, en tout cas, ce que j'essaie de faire, en tout cas le cinéma que j'essaie de faire, je m'inspire surtout de ce que je vis, de mon entourage, des gens autour de moi. Et on a pu le voir dans mes 2 films ou même dans mes documentaires. Je m'inspire surtout de vraies histoires. Et puis voilà, c'est déjà pas mal de se dire qu'on peut raconter nos propres histoires sans forcément être influencé par d'autres gens. Alors, donc vous aviez mentionné vos documentaires et notamment ce fameux 365 jours à Clichy-Montfermeil. Vous avez tourné donc dans cette ville dans laquelle vous avez grandi pendant les émeutes de 2005. Alors peut-être pour notre public suisse qui peut avoir moins de contexte que nous, les Français, en octobre 2005, 2 adolescents, Ziad Benna et Bouna Traoré, sont morts électrocutés dans un transformateur électrique après avoir tenté d'échapper un contrôle de police. Ça a entraîné des rassemblements qui sont devenus des émeutes. Ça a entraîné des mensonges aussi de la part du gouvernement de l'époque. Ladjli, vous réalisez donc ce documentaire. Ensuite, on l'a vu avec Les Misérables et encore là avec votre dernier film Bâtiment 5. C'est très politique
ce que vous faites. Ça aussi, c'est dans votre ADN. Est-ce que votre cinéma, et peut-être le cinéma en règle générale, est toujours politique ? Oui, pour ma part, je pense que c'est toujours politique. On peut voir un peu tous les sujets que j'ai pu traiter en partant de 365 jours à Clichy-Montfermeil où on traite les révoltes sociales. Et il se trouve que ces révoltes se déroulent en bas de chez moi. Je suis impliqué, ça fait des années que je filme un peu ce territoire. Et puis voilà, à la suite de la mort de ces deux gamins, je me dis, en tant qu'artiste, en tout cas, mon rôle, c'est de témoigner de ce qu'on peut vivre dans ces territoires, dans ces quartiers. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une image assez négative, on est souvent dans les clichés ou autres, et c'est important de témoigner de ce qu'on peut vivre, et c'est ce que je fais, c'est ce que je continue à faire à travers tout mon travail. Et c'est ce que je continue à faire aussi avec les écoles, parce que l'idée, c'est aussi ça, c'est comment on peut faire en sorte de passer la main et de former cette nouvelle génération au métier du cinéma. Donc c'est ce qu'on fait avec les écoles, on forme des scénaristes, des réalisateurs pour qu'ils puissent aussi à leur tour raconter leur histoire. Après, bien sûr, je reviens sur ça, mon cinéma, en tout cas, j'essaie de faire des films engagés, des films qui ont du sens et des films qui essayent de faire bouger les choses. Voilà, avec les Misérables, je voulais parler de cette bavure policière, parler de violence policière. Bâtiment 5, je parle surtout du délogement, enfin tout ce qui concerne les expropriations, la gentrification, et c'est des sujets qui me tiennent à cœur parce que c'est des sujets que je vis et que les gens autour de moi vivent. Donc voilà, mon cinéma c'est surtout ça, c'est un cinéma engagé, politique, et j'essaie d'avoir du sens en tout cas dans ce que je raconte dans mes films. Et est-ce que finalement Courtrajmé est un mouvement militant aussi ou pas ? À partir du moment... Non, c'est pas un silence qui en dit long, c'est un silence où on essaye de... Non, mais c'est toujours un peu délicat, l'auto-analyse, et puis c'est des mots un peu qui nous dépassent, et puis le militantisme, nous, on reste quand même des artistes et des raconteurs d'histoire, donc j'aime bien l'idée aussi de parler d'artisans. Là, on parlait tout à l'heure aussi de l'écriture de scénarios, c'est un travail quotidien. Un militant, quand on est des artistes, nous on côtoie forcément aussi des militants qui sont qui sacrifient leur vie pour une cause. Il faut jamais oublier aussi que le cinéma c'est du divertissement, mais c'est un mot noble, c'est un mot très noble. Donc dire on est militant, souvent quand on justifie un peu trop le fond, c'est quand c'est démonstratif ou quand c'est on le met un peu trop en avant, on essaye toujours de trouver une excuse. Donc le mot militant, il faut faire attention. Militant forcément parce qu'on touche toujours des sujets qui sont fragiles, et je dirais que ça c'est un des ingrédients forts parce qu'on est touché et on est sensible à ce qui se passe. Et le monde est fragile et le monde est sensible en permanence. Il suffit de traverser la rue et il y a des histoires terribles qui se passent partout. Donc nous on les traite de plein de manières différentes. Donc militant, oui, dans le sens où les sujets qu'on traite sont souvent les sujets qui sont au cœur des problématiques. Alors après, on essaye, nous, de s'interroger et puis de trouver différentes formes pour en parler. Mais de là à dire on est des militants, c'est toujours un petit peu délicat quand même. Oui, je pense qu'on est... Enfin, nous, je vois, on est tous plus ou moins fils ou petits-fils de dissidents et de vrais engagés politiques qui ont parfois fait... des choses, des actions, on va dire, assez violentes et vraiment engagées. Donc dire que nous, on est militants, c'est un peu... Mais voilà, je pense que être dans la lignée de ces gens-là fait que on a envie de faire des choses utiles d'une certaine manière quand on s'exprime. Voilà. Donc utile, plus que militant finalement. Est-ce qu'il y a toujours on parlait des représentations, est-ce qu'il y a toujours une bataille à mener là-dessus pour justement avoir plus de représentations diverses au cinéma et pas qu'au cinéma d'ailleurs? Oui, je pense, en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de faire avec les écoles. Aujourd'hui, si on doit faire un constat, on se rend compte que le cinéma reste un milieu assez fermé, assez élitiste, difficile d'accès, les écoles sont difficiles d'accès, sont assez chères. Donc voilà, nous on part du principe qu'on essaie de faire changer les lignes, de raconter d'autres histoires, d'avoir des profils différents, d'avoir des gueules différentes dans nos films, et c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois,
dévoiler des nouveaux talents. Et on a pu le faire avec tous nos films. À chaque fois, on essaie de travailler avec des acteurs qui n'ont pas spécialement d'expérience, qui n'ont pas forcément tourné de films. Et c'est aussi un pari de se dire qu'on va prendre des gens qui n'ont pas forcément d'expérience, on va les former, on va les mettre dans le bain, histoire de pouvoir raconter d'autres histoires et surtout d'avoir plus de diversité dans le cinéma, parce que c'est un vrai problème, en tout cas en France, où la diversité, en tout cas, dans le cinéma, elle est très limitée. Donc nous, en tout cas, on essaie de faire bouger les lignes pour que des gens issus des quartiers, issus de la diversité, puissent aussi s'exprimer à leur tour. Alors justement, la transition est toute trouvée pour parler de l'école. C'est assez, ça peut interroger que Ladjli vous ayez donné l'impulsion, alors que vous-même, vous n'en avez pas fait. Vous êtes un autodidacte. Je pense que dans le collectif, personne n'a fait d'école de cinéma, pour être très, très franc. Après, il y a eu des petites formations par-ci, par-là, mais voilà, clairement, moi, si j'aurais voulu faire une école de cinéma, je pense que j'aurais pas été pris, malheureusement. Donc à partir de ce constat, on se dit qu'à partir du moment où les écoles sont difficiles d'accès, nous, on va créer notre propre école et on va essayer de casser les codes. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ces écoles, où ce sont des écoles qui sont gratuites, ouvertes à tous, sans condition de diplôme, sans limite d'âge. Donc tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut se prétendre à faire du cinéma. Et ça reste une ouverture qui est importante. Et on peut le voir, aujourd'hui, on en est à notre 4e école. On a ouvert à Montfermeil, à Marseille, à Dakar, en Guadeloupe, là, cette année. Et l'année prochaine, on ouvre à New York. Donc l'idée, c'est vraiment de démocratiser nos écoles et donner la chance à tous ceux qui veulent faire du cinéma de se former gratuitement. Alors Nabil Zerfa, vous êtes le directeur de cette école à Montfermeil. Justement, donc c'est ouvert à tous. Comment est-ce que vous sélectionnez vos étudiants et étudiantes ? Ça, c'est une vraie question. La loterie, des fois. Le hasard, non, je plaisante. Mais déjà, l'école, si on parle de l'école, déjà, Ladjli, il est venu me voir, je ne sais plus, peut-être en 2016, 2017, en me disant qu'il voulait créer une école. Déjà, je commençais à rigoler. J'ai dit, toi, tu veux créer une école, tu n'as pas été à l'école. Mais ceci étant, l'idée, elle était quand même incroyable. Parce que c'est une école qui s'inscrit, on va dire, un peu nous en France, on a ce qu'on appelle les mouvements de l'éducation populaire, et notamment sur la démocratisation des savoirs, et là, la démocratisation autour des métiers du cinéma. Donc, d'emblée, on l'a construit de façon, je dirais pas empirique, mais petit à petit. Donc, on a commencé en 2018 par une session de scénaristes. Donc, on avait très peu de moyens. Et c'est pour ça que, on parle tout à l'heure, vous parliez de 2005, mais on est quand même sur un territoire très particulier qui est Clichy-sous-Bois-Montfermeil, épicentre des émeutes, etc. Mais même sans les émeutes, Clichy-sous-Bois et Montfermeil étaient déjà assez catalogués en France. C'est une ville assez pauvre, je crois que c'est la 3e ville la plus pauvre de France, tout simplement, avec un faible taux d'équipement, une absence de l'État, etc., etc. Et donc du coup, il y a tous les ingrédients pour que ça ne fonctionne pas. Mais ça a fonctionné malgré tout, parce que les communautés sur place étaient très solidaires. Et il y a un attachement sur ce territoire-là. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire l'école à cet endroit-là, parce qu'on aime Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Moi, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, donc j'ai habité dans ce qu'on appelle les copros dégradés, la forestière, etc., qui est le vrai sujet. Et donc l'idée est là. Ensuite, par rapport au recrutement, donc on a commencé au début dans les réseaux à annoncer qu'on ouvrait une école. Donc très vite, la sauce a pris. Mais il y a eu un accélérateur quand Les Misérables est sorti, tout simplement. Donc il y a eu un focus, donc il va à Cannes, les Oscars, les Césars, etc. Donc tout le monde s'est demandé, mais c'est quoi cette école, etc. Et à partir de là, donc l'école s'est rapidement développée, donc avec des sessions de scénaristes, réal, en post-prod, en acting, en web-série. Donc on a à peu près entre 50 et 60 élèves par an. Et puis dans le même temps, il y a aussi le développement avec les autres écoles. Là, on arrive à un tournant où on va peut-être mettre un coup d'accélérateur. On va essayer d'avoir un peu plus de place pour les candidats. Donc il faut savoir que les candidats qu'on reçoit, je crois que la deuxième année, on avait plus de 2000 candidats, sachant qu'il y a une dizaine de places.
Donc c'est plus un renoncement qu'autre chose. Donc ça génère forcément de la frustration, mais en tout cas pour ceux qui ont été lauréats, l'idée d'avoir que cette école s'inscrit dans ce qu'on appelle le champ des possibles. Donc ça veut dire que effectivement nous, lorsqu'on grandit à Clichy-Montfermeil, lorsque vous allez à la mission locale, on vous propose quoi? On vous propose la restauration, bâtiment ou bien les transports. Il n'y a pas la case cinéma ou autre. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'habitus qui s'inscrit et donc du coup, on s'interdit finalement à aller parce qu'on se dit que c'est pas fait pour nous. Et à partir de là, donc on a eu des générations d'élèves. Donc là, c'est quand même on entame la 6e année avec des parcours incroyables, etc. Donc ah oui, Yacine, c'est. Bah justement, Yacine Nassar Hamdani, vous êtes scénariste et réalisateur. Vous êtes passé par l'école et aujourd'hui, vous êtes membre du conseil d'administration de cette école. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que ça a changé pour vous de pouvoir suivre cette formation? Alors, ça a tout changé dans la mesure où c'était pas prévu. Moi, je suis arrivé à l'école en 2019. J'étais pas spécialement cinéphile. J'avais entendu parler de Ladj en 2016-2017 quand il avait fait son court-métrage des Misérables, qui avait été diffusé gratuitement sur Click. Et déjà à l'époque, ça m'avait marqué. Parce qu'il y avait un ton différent, il y avait un air différent. C'était clairement un mec du quartier qui avait fait un film sur son quartier. Et donc quand l'école s'est lancée, la première année, j'ai pas eu le courage de postuler. Et pourtant, la candidature, c'est la plus simple du monde. En fait, il faut envoyer 5 lignes. Et déjà, le ticket d'entrée était élevé. Donc la première année, j'ai pas eu le courage. La deuxième année, je passais l'agrégation de mathématiques. Et j'ai commencé à composer. Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu des têtes de profs avec des bureaux, un tableau. Et je me suis dit, c'est mort. Donc j'ai posé ma copie de maths. Et sur des brouillons, j'ai commencé à écrire une histoire qui se passait dans mon quartier. Et 6 mois après, il y a la deuxième salle de candidature qui s'est lancée. Et je me suis dit, on y va. J'ai écrit 5 lignes. Comme j'étais pas cinéphile, j'étais sûr d'être rejeté. Mais je me suis dit, bon, moi j'ai l'expérience. Je vais voir quel type de questions ils posent dans une école de ciné, qu'est-ce qu'il faut avoir regardé. Et finalement, ça a tout changé parce que j'ai été pris. 3 mois de formation, les plus intenses de ma vie. C'était plus intense que Normal Sup. C'était plus intense que tout ce que j'avais pu faire avant. Mais vraiment, j'en suis sorti avec la compréhension que le cinéma, c'est un artisanat. Et un artisanat, ça s'apprend. Et Courtrajmé, c'est des valeurs. Qui m'y racontait tout à l'heure que ce qu'il a lancé, c'est de voir par sa fenêtre les Mathieu Kassovitz en train de tourner des films. Nous, c'est un peu pareil. On reprend ça. Moi, j'ai vu Ladj faire le film, et on se dit, putain, il y a un mec comme moi, en fait, un mec qui a grandi dans la même cité que moi, qui est capable de tourner des films comme ça, et ça crée un imaginaire. Donc l'école, aujourd'hui, elle essaie de transmettre ces valeurs-là, le collectif, des cookies, beaucoup trop de cookies, parce que c'est un des coups de génie de Ladj, en fait, c'est que le ticket d'entrée à l'école, il est pas cher. 5 lignes, on arrive, 15 minutes d'entretien, on y va à l'envie, mais le truc après, c'est quand on est pris dans une école, il faut pouvoir s'assumer. 3 ans de formation à la FEMIS, 4 ans dans les autres écoles, il faut pouvoir payer le loyer, il faut pouvoir payer la bouffe, et à Courtrajmé, les repas sont offerts, et c'est con, mais ça change tout. Ça change tout, parce que déjà, il faut venir à Montfermeil. S'il fallait payer les repas du midi, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient pas venus. Donc voilà, 3 mois de formation en scénar. J'ai eu la chance d'avoir mon scénar sélectionné. Donc j'ai intégré la formation en réal et j'ai pu tourner mon film. Et à partir de là, tout a changé. Le film a eu un succès en festival. Il est parti jusqu'à New York, à Tribeca. Et comme j'aimais ça, moi je me suis mis à bosser à fond. Et très vite, j'ai trouvé mon créneau dans le scénario et je me suis mis à bosser en tant que scénariste, co-scénariste, en développant mon nom à moi. Oui, vous travaillez et pour le cinéma et pour la télévision. Ouais. Je voulais juste rajouter un truc sur je pense que le choix au niveau des personnes qui postulent, et se fait davantage sur comme il a dit, c'est pas beaucoup de lignes à présenter et tout, etc. Mais c'est avant tout des auteurs, des points de vue différents qu'on recherche.
quand on sélectionne les élèves au niveau de l'école. Donc voilà, on recherche avant tout la différence, des choses, comme il a dit, aussi ancrées dans leur réalité, dans leur quotidien, de n'importe quel endroit d'où tu viens. En fait, c'est pas forcément aussi des sujets issus des quartiers uniquement, quoi. Donc voilà, quand on sent qu'il y a un vrai point de vue, une originalité par rapport à ce qui est envie d'être exprimé, voilà, c'est ça aussi qui fait le détail au niveau de la sélection. Il y a un truc surpuissant dans la création d'un imaginaire, c'est qu'une fois que l'imaginaire il est créé, tout est possible. Et c'est ce qu'on retrouve à l'école, c'est qu'on arrive, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, mais on se rend compte qu'en fait, quelque chose qui était totalement inimaginable auparavant, c'est possible. Et là, ça crée un truc en termes d'énergie. Dans l'école, c'est une école qui fonctionne à l'énergie de tous et au collectif. C'est surpuissant. Et quand on tourne à Clichy-Montfermeil, les gamins du quartier, la vérité, c'est que maintenant, ils sont habitués à voir des caméras. Et ça rentre dans leur imaginaire et ça crée un possible qui va s'exprimer peut-être pas dans le cinéma, mais ça crée quelque chose qui fait tomber les barrières. Nabil disait qu'on s'interdit beaucoup, c'est vrai, mais c'est le chemin vers moins l'interdit, ça passe par voir des gens qui nous ressemblent, faire des trucs, quels qu'ils soient. Et alors pourquoi avoir choisi d'essaimer justement d'ouvrir d'autres écoles à d'autres endroits? On comprend bien la symbolique très forte d'ouvrir une école à Montfermeil, en plus pas très loin de Paris, mais justement pas à Paris, dans un pays de la France où tout est très concentré dans la capitale. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir d'autres antennes? Déjà, pour la première école, c'était important qu'elle soit à Montfermeil, parce que c'est là où tout a commencé, en tout cas pour nous, même pour Courtrajmé, la plupart de nos films ont été tournés à Clichy-Montfermeil, donc symboliquement, c'était important qu'on y soit. Et après, avec le temps, on se rend compte qu'il y a une demande qui est énorme. Comme le disait Nabil, pour 30 places, on a en moyenne 2000 candidatures. Donc on se rend compte qu'il y a une demande qui est énorme. Et puis voilà, à Marseille, on avait aussi nos petites raisons. On s'est dit pourquoi pas ouvrir à Marseille, parce qu'on se rend compte qu'à Marseille, avec le temps, on a en moyenne peut-être 800 tournages. Donc Marseille, on décide d'ouvrir en fonction aussi des villes. Marseille, on se rend compte que 800 tournages. On s'est dit qu'on allait former des techniciens. À Dakar, pour nous, c'était important parce que l'objectif aussi, c'était d'ouvrir des écoles en Afrique. Et Dakar, ça faisait sens, d'autant plus que Toumani est installé à Dakar. Et on se rend compte qu'à Dakar, il y a une grosse demande au niveau de séries. Donc on s'est dit on allait monter une session série à Dakar, on allait former les gens, et ainsi de suite. En fonction des demandes, on ouvre des écoles parce qu'on sait qu'il y a une demande qui est énorme. Et pour revenir aussi à Montfermeil, voilà, Yacine a été formé, il a fait son premier court-métrage, qui a beaucoup voyagé. Et dans la continuité, il continue à développer des films, et surtout il continue à former d'autres gamins, parce qu'à Montfermeil, on a monté une session qui s'appelle la session web-série, où justement, la session est réservée essentiellement aux habitants de Clichy-Montfermeil ou d'Île-de-France, en tout cas en Seine-Saint-Denis. Et c'est une nouvelle session qu'on a montée avec des gamins pareils, qui n'avaient aucune expérience. Et aujourd'hui, en 2-3 ans, on se rend compte que ces gamins, limite, réalisent des courts-métrages aussi réussis que la vraie session de court-métrage. Donc on se dit avec le temps, les choses évoluent et surtout nos élèves se forment et prennent la relève pour former d'autres gamins. Alors je vais vous poser une dernière question et ensuite ce sera au public de poser les siennes. Donc n'hésitez pas à vous manifester et juste attendez d'avoir le micro pour pouvoir poser la question, parce que comme c'est capté, il faut qu'on puisse vous entendre. Je voudrais qu'on termine avec un petit état des lieux. Vous avez commencé à le faire, Ladjli, du cinéma aujourd'hui. Vous faites partie de ceux qui essaient d'ouvrir le milieu, on l'a bien vu notamment avec cette école. Ça bouge? Est-ce que ça reste encore très fermé? Oui, ça reste très fermé, bien sûr, mais les choses bougent. Les choses bougent énormément. On se rend compte depuis Les Misérables qu'il y a eu vraiment une prise de conscience dans le milieu du cinéma. Les gens se sont dit à un moment donné, il serait temps d'ouvrir les portes pour qu'on ait des histoires différentes. Donc les choses bougent, bien évidemment, et nous on le voit avec tous nos élèves. D'ailleurs, on a une quinzaine d'élèves qui sont là présents de notre école Courtrajmé. On se rend compte que finalement, oui, il y a plein de projets qui se développent. La plupart ont leurs projets personnels. Il y en a plein qui ont écrit des scénarios, qui ont fait leurs films. Donc les choses bougent à une petite échelle, mais on espère qu'avec le temps, on aura plus d'accès et on pourra développer plus de projets. Ouais, non, c'est quelque chose où il y a encore beaucoup de choses, je pense, à accomplir. Moi, l'une des raisons pour laquelle
je suis parti au Mali et au Sénégal, c'est parce que justement je trouvais pas d'opportunité. Je suis pas issu, je suis issu du 11e arrondissement. J'avais pas envie de faire de films de cité. Voilà, c'était Ladj qui habite là-bas, donc et c'est pour ça qu'il le fait très bien. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle moi je suis allé sur le Mali et le Sénégal, parce que je ne trouvais aucune opportunité pour pouvoir développer des longs métrages. Il n'y avait vraiment aucun intérêt au sujet que j'avais envie de développer. Et voilà, et sur le continent, par contre, j'ai trouvé beaucoup d'opportunités. J'ai pu y réaliser mon premier long métrage, j'ai pu y réaliser plusieurs séries, et dont la dernière qui a été pris dans le off de Série Mania. Donc voilà, et je sais qu'aujourd'hui, la carrière que j'ai, j'aurais jamais pu l'avoir, et j'avais pas la patience aussi qu'a eu Ladj pour développer, ouvrir les portes comme il l'a fait. Aujourd'hui, je vois que les choses commencent à s'ouvrir et tout, mais à l'époque, moi, j'avais pas la patience de rester voilà, dans un truc complètement fermé, où pour moi, à l'époque, il y avait vraiment aucune ouverture. Voilà. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les gens qui ont votre type de parcours, ce serait plus facile pour eux en France ? Bien sûr, parce que l'âge a ouvert la porte, et d'autres aussi, évidemment, donc réalisatrices, évidemment. Donc voilà, il y a des choses qui se pressentent, quoi. On le sent. Même moi, j'ai l'envie maintenant de vouloir faire des choses en France qui pour moi c'était inimaginable, quoi, de vouloir faire un film en France. Aujourd'hui, je me dis, ah tiens, peut-être. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si on a une question dans le public ou pas. Alors, je ne vois pas tout le monde, donc si on peut juste attraper un petit micro. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous faites pour financer cette école si c'est gratuit. Rien n'est gratuit. C'est gratuit pour les élèves. Voilà. Donc ça veut dire qu'on passe notre temps à aller rechercher du mécénat, des financements, des subventions, des fondations, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un vrai travail à temps plein. Il y aura une caisse d'ailleurs à la sortie de la salle. Et c'est vrai en plus. Non, voilà. Donc ensuite. Moi, je viens de l'associatif. Donc, dans l'association, voilà, on a toujours été. Il faut toujours se battre pour aller chercher des financements. Donc, il y a des dossiers à monter. Il faut rentrer dans les cases. Donc là, on a été en plus cette année, on a été lauréat dans le cadre de la Grande Fabrique de l'Image. Il faut savoir que c'est un dispositif de l'État qui s'inscrit dans le France 2030 et ce projet en lui-même veut remettre la France sur le centre de l'échiquier au niveau de l'Europe sur la production audiovisuelle. Et donc ils investissent énormément dans les studios et les écoles. Donc il y a à peu près 70 dossiers qui ont été lauréats, donc la moitié pour les studios et l'autre moitié pour les écoles. Parce qu'il faut savoir qu'en France, ça fait partie des métiers en tension, les métiers du cinéma. Donc on manque de scénaristes, énormément de scénaristes, de réals, d'assistants, etc. etc. Bonsoir, je suis en haut ici. Moi, j'avais une petite question par rapport à la distribution de courts-métrages aujourd'hui. Je pense qu'on a la possibilité de les mettre sur Internet, de peut-être collaborer avec certaines chaînes de télé ou de les envoyer en festival. Ce serait quoi votre conseil pour des gens qui font les courts-métrages au niveau de la distribution ? De faire des trucs bien. Non mais en vrai, c'est con, mais c'est vrai. Je pense que quand on a commencé, il y avait des DVD, des cassettes vidéo, c'était le début d'Internet, donc il y avait moins de contenu. Aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a tellement de contenu que pour se démarquer, ce sera forcément la diffusion sur Internet, les festivals, mais sur Internet, pour se démarquer aujourd'hui, il faut que ce soit une espèce d'événement où il faut vraiment que ce soit bien. Donc ça s'est démocratisé, mais en même temps, ça devient plus dur parce qu'il y a beaucoup plus de choses.
Mais peut-être que mais le bien passe. Une meilleure réponse. Ouais, non, le bien passe souvent par, comme on a dit aussi, hein, l'originalité, voilà, un point de vue qui change. Hein. Il y a des gars, des Australiens là, qui vont faire une masterclass là, pour Dakar, qui ont fait des vidéos avec leur téléphone sur YouTube, et puis maintenant ils tournent leur premier long métrage, quoi. Donc, enfin, ils ont tourné leur premier long métrage. Donc voilà, tu vois, c'est parce qu'ils ont fait des millions de vues sur YouTube qu'ils font leur premier long métrage. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une double question en fait. La première, enfin vous en avez déjà un peu parlé, mais sur l'évolution de l'image et de l'imaginaire des rôles en lien avec la banlieue dans le cinéma français. Vous en avez déjà touché quelques mots, mais voilà, est-ce que vous trouvez que ça va quand même vers le mieux? Et à l'intérieur de cette question, qu'est-ce que vous avez pensé par exemple de la série Validé, en sachant que vous avez, si je ne m'abuse, collaboré à une époque notamment avec Franck Gastambide. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, si vous êtes déjà exprimé publiquement, mais est-ce que vous l'avez regardé et qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui l'a vu? Je ne l'ai pas vu perso, je ne peux pas parler. On n'a pas Internet au Sénégal. Et j'ai un problème d'IP, avec les IP, je ne peux pas voir. J'ai pas compris la première question. Si tu peux répéter. Oui, c'est que, enfin, j'ai cru comprendre que des personnes issues notamment de l'immigration ou des territoires de banlieue disaient que dans le cinéma français, c'était toujours des rôles hyper clichés qui étaient attribués à des acteurs ou actrices qui sortaient de ces zones. Donc est-ce que vous trouvez justement que ça évolue vers le mieux? Alors si tu parles aux jeunes acteurs, ils vont tous te répondre non, parce qu'ils passent toujours les mêmes castings et c'est leur réalité. Et ils n'en peuvent plus parce qu'aujourd'hui, la jeune génération de comédiens travaille son art. C'est un art pour eux, c'est un métier. Et c'est vrai que, selon eux, ils sont toujours cantonnés au même type de rôle. Donc, en fait, ça avance, mais ça avance doucement. Et ça avance dans certains aspects et pas d'autres. La vérité, c'est qu'il y a certaines images qui marchent aujourd'hui. Il y a le rap est la musique la plus écoutée de très très loin. Donc en fait c'est un marché, et donc comme c'est un marché, il y a des films qui se font et des places qui doivent être prises. Donc ça avance, pas assez vite. Et puis on est aussi là pour essayer de faire en sorte que les films de demain qui se passent dans ces milieux, mais aussi dans d'autres, soient portés peut-être par des gens qui les connaissent mieux ou qui mettent plus d'énergie à les représenter fidèlement. Et j'ai pas vu Validé. Si quelqu'un a des codes Canal, je prends. Personne n'avait Internet pour regarder Validé, visiblement. Bonjour tout le monde. Moi j'ai une question. En fait, je voulais savoir comment vous sélectionnez les villes dans lesquelles vous installez les écoles? À l'étranger, par exemple. Ça dépend du goût des cookies. Ouais, si on fait des bons cookies. Non, c'est toujours en lien avec les faut forcément qu'on soit ancré dans les territoires, avec les gens avec qui on travaille, qui ont les écoles ont quand même une ADN commune, et voilà, il faut que quand on ouvre une nouvelle école comme ça, les personnes avec qui on va créer cette école, on se retrouve, quoi. Voilà, ça reste une grande famille. Même à travers les écoles, en fait, on cultive énormément cet esprit de famille qu'on a créé avec le collectif originel. Donc pour nous, c'est vraiment indispensable de pouvoir transmettre ça à travers nos écoles. Et il faut savoir aussi que les écoles sont indépendantes, hein. Elles ont leur propre entité juridique, leur propre personnalité morale. Donc ça veut dire que nous, on ne fait pas de franchise, on fait pas. Donc c'est le projet qui est intéressant, la méthodo. Donc nous, on essaie d'apporter en termes de singularité de la formation. On a des formateurs qui peuvent éventuellement accompagner l'équipe qui va mettre en place les futures formations. Donc voilà, donc nous, on joue ce rôle-là. Donc effectivement, oui, ils utilisent le nom de Courtrage-Mais, donc on est attentif que cela se déroule bien.
Mais donc il y a aussi une réalité locale. Donc par exemple Caraïbes qui a ouvert ses portes au début du mois d'octobre. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur ce projet-là. Donc avec pas mal d'allers-retours avec les autres écoles. Donc savoir pour découvrir un petit peu la partie pédagogique, les erreurs à ne pas faire, etc. Donc nous on a un petit peu cette expérience-là. Donc on essaie d'accompagner au mieux, donc tout simplement. Et juste pour revenir sur l'école Caraïbes, pareil, c'est une ancienne élève qui a fait la session 2 ou 3 qui a décidé de monter cette école, la première session, pardon, et qui a décidé de créer cette école en Guadeloupe. Donc c'était un relais qu'on avait déjà, et l'idée c'est vraiment que ça reste dans la famille Courtrage-May, quoi. Ouais, sur Marseille, c'est Marseille, Marie, pareil, c'est Marie avec qui on travaille depuis 2005-2006 avec le collectif. Donc voilà, c'est. Et puis il y a aussi on va dire, justement par rapport à ce qu'on disait, comment on finance les écoles et tout, etc. Il faut vraiment aussi qu'on trouve un intérêt de bailleurs, des autorités locales, tout ça, etc. pour vraiment aussi impulser quelque chose, parce que c'est des projets extrêmement compliqués à mettre en place. Alors, moi, j'aimerais poser une question. La Suisse, c'est segmenté en des petits marchés, on va dire, Suisse romand, Suisse alémanique, Suisse italienne, etc. Et j'ai l'impression, pour toutes les personnes qui veulent un peu réussir dans le monde créatif, en tant qu'acteur, réal, etc., en tout cas pour la Suisse romande, par exemple, on est quand même assez, à part dans des très rares cas, on est quand même assez dépendant de la France. Typiquement, il faut toujours un peu monter sur Paris, etc. Ça serait quoi pour vous un peu la solution pour, entre guillemets, inverser la tendance et puis donner un peu une voie concrète au domaine de la création en Suisse romande? Wow. C'était clair ou pas? Ouais, c'est clair, mais... À part peut-être... Kim est spécialiste de la Suisse. Donc Kim va pouvoir... J'ai fait une thèse en fait dessus. Et donc petit A, non, c'est une question assez technique que tu poses là. Après, j'en reviendrai toujours à ce que disait Romain juste avant. C'est voilà, on parle toujours de l'impulsion, de l'étincelle de départ, et on en revient toujours aux histoires. Et c'est pour un acteur, souvent. Les gens qui ont envie de faire la carrière d'acteur, donc ont envie de mettre leur talent d'interprétation au service d'une histoire. Donc s'ils ne trouvent pas d'histoire, il faut trouver des gens qui ont des histoires ou écrire leur propre histoire. Pour ce qui est des réalisateurs, on en revient toujours à cette même finalité qui est quelle histoire on a envie de raconter. Je pense que c'est ça le cœur de nos métiers à tous ici, c'est... la forme ou le talent qu'on a envie de développer est toujours au service d'une histoire. Donc je dirais que la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Et c'est ça le plus dur en fait. Et à partir du moment où on trouve son caractère, où on trouve cette histoire qu'on pense unique, parce que généralement si elle vient de nous, c'est qu'elle est unique, c'est travailler dessus pour la rendre la plus lisible, écoutable possible, et puis réessayer jusqu'à ce que des gens trouvent un intérêt dedans. Moi j'ai une aînée de scénario aussi. J'ai une copine suisse qui m'a raconté que vous faisiez des teufs de ouf dans des bunkers géants. Et ça me paraît, voilà, ça m'a paru passionnant. Il y a une vraie histoire. C'est vrai? Il demande si c'est vrai. Non, c'est faux? En tout cas, pour ce qui est de la Suisse, si on doit rebondir sur la Suisse, nous, à chaque film qu'on a pu faire, on est toujours venu présenter nos premiers, deuxième, troisième films, courts-métrages. On a fait pas mal de festivals, on a fait beaucoup de concerts ici. Et à chaque fois, c'est un public, j'ai l'impression, très curieux. On a eu des très très bons échanges avec le public suisse, une énergie incroyable. Et je pense que voilà, il y a des belles histoires, il y a plein de choses à raconter ici. Et il faut juste... voilà, les hurler, les crier, et puis à un moment, quelqu'un va l'entendre. Après, en France, on a l'idée dans le projet, c'est d'aller vers. Ça veut dire d'aller vers le talent là où il se trouve.
Donc nous, dans notre projet, on a prévu d'avoir un équipement mobile et d'aller dans les zones qui sont relativement éloignées de la formation, hein, parce que moi je parle au niveau de la formation, en ruralité ou dans les quartiers, parce qu'il y a quand même des similitudes. Peut-être, après je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais j'ai l'impression que les plateformes américaines ont un peu changé la règle du jeu, parce qu'ils imposent quelque part d'avoir de la diversité. Et je pense que les écoles qui sont en France, on est très centralisé, hein, tout se passe à Paris. Grosso modo, on leur dit, oui, il faut peut-être chercher le talent ailleurs, et que c'est un peu endogamique, c'est-à-dire que ça se reproduit qu'entre soi, l'entre-soi. Donc du coup, ça annie la création. Donc l'idée, voilà. Donc nous, on essaie d'aller là où le talent est. Il faut savoir que nous, les élèves qu'on a, ils viennent de toute la France, même de l'étranger. Hein. Donc on a des personnes l'année dernière, on a des candidats qui venaient de Colombie, d'Afghanistan. Donc voilà. Donc nous, la porte elle est ouverte à tous. On a même un élève, je crois, qui est ici, qui était là il y a 2 ans. Il vient de Suisse, donc il a intégré Abdallah. Donc il est en plus je crois qu'il est au fin fond de la Suisse, il m'a dit. T'es où? Donc voilà, il faut lui demander à lui. Donc voilà. Des conseils pour la jeune génération que vous êtes en train de créer? Me demande, juste à côté de toi, il y a Valentin. Non, l'idée, je pense que là, ce qui a été exprimé, c'est la transmission. Donc, il y a eu l'idée du collectif, c'est de créer qu'ils puissent avoir leur propre réseau, parce que c'est quand même un métier de réseau. Et si là, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on existe, il y a à peu près 200-250 élèves qui sont passés par notre école, et entre eux, il y a une solidarité, et puis il y a quand même, ça s'appelle une dynamique qui sont en train de créer. Donc voilà, le bébé, il suit son chemin, et j'espère que dans quelques années, on va avoir le fruit du travail qui a été semé ces derniers temps. Bonsoir. Ça a été un peu effleuré, mais j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que vous pensez de la réalité du cinéma et de la dureté de ce métier. Et aussi, pour développer la question, avec les écoles que vous avez, si c'est un sujet que vous traitez et puis comment vous l'abordez. Non, mais pour répondre très franchement, le cinéma, c'est difficile. Les portes, elles restent globalement fermées. C'est un milieu qui marche au label et à la carte que tu montres à l'entrée. Donc c'est très dur en fait. En vivre, c'est très dur. Manger grâce au ciné, c'est très dur. Donc faut pas, on s'invente pas une vie. Tu fais pas d'école 3 mois et puis après t'as de quoi payer ton loyer. Ça reste super dur. Il faut être déter et il faut essayer de construire les conditions de sa réussite. Courtrage-Mais, c'est un collectif au départ et ce collectif leur a donné de la force. L'école aujourd'hui transmet un peu ces valeurs de collectif. Je pense qu'il faut essayer de construire sa propre réussite, ne pas rester seul, se mettre en groupe dès que possible, postuler chez Courtrage-Mais. Mais ça garantit rien en fait, ça reste très difficile. Que ce soit en tant qu'acteur, scénariste, réal, en vivre aujourd'hui c'est très compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je ne sais pas si tu voulais un truc plus positif. Bonjour. Juste, je rajoute un truc, c'est qu'il a tout dit. Et puis, bon, le collectif aussi, là, on l'a démontré, c'est très important de pouvoir créer un réseau fort. Et voilà, nous, enfin, moi, si je parle pour moi, dans les périodes creuses, j'avais toujours arrivé à bosser sur une pub de Romain, sur le montage de l'Adj et tout, etc. Et ce qui nous a toujours permis de rester, finalement de gagner notre vie, même s'il y a des hauts et des bas et tout dedans. Mais voilà, ça peut être un conseil, quoi. C'est vraiment de tisser son réseau de confiance et le plus large possible. Bonjour. Donc juste pour dire, moi je fais partie un petit peu de la génération que vous avez parlé du début des
Courtrajmé et les frères Wanted sur les CD-ROM, les Lascar, enfin ça c'était, voilà, c'est un peu toute une époque. D'ailleurs, merci pour les frères Wanted et pour la petite représentation slave qu'il y avait de Dimitri with Romagno. Donc ça c'est on se reconnaissait bien même ici, voilà, à Genève et en France voisine à travers ces films qui étaient hyper drôles, hyper décalés. Donc moi, ce que je voulais, pour la première question, c'était de savoir à quel moment est-ce que ça a changé pour vous. Vous vous êtes dit, et pourquoi vous vous êtes dit, on va plutôt aller dans quelque chose de plus engagé et aussi beaucoup plus esthétique, donc plutôt plus avec les films que vous faites actuellement. Ou est-ce que ça a changé ou genre non, c'est plus vraiment un délire, mais c'est aussi, voilà, on veut raconter autre chose. Et est-ce que avec l'école maintenant, est-ce que vous avez aussi des participants qui font ce genre de film décalé? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de faire ce genre de film parce qu'on doit faire beaucoup plus attention à ce qu'on dit. Et voilà, parce qu'on a été à la projection des hyper beaux films qu'il y avait juste avant de la promotion. Donc merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est des films qui sont plus sérieux. Donc voilà. Je vais répondre à la première partie. Merci pour ces retours pour les débuts de Courtrajmé. Donc nous, ça a donc commencé en 94-95, la fin de cette période où on a fait énormément de courts-métrages. C'était, je dirais, de 94 à début 2000. Et je dirais que c'est pas qu'on avait fait le tour, parce qu'on continue à faire des formats courts, mais le moment où on a eu envie de faire des longs, je dirais que c'est le moment où on a eu envie aussi de toucher un autre public. C'est un moment où on a eu envie de raconter... j'aime bien cette simplification qui dit qu'un court-métrage, c'est une situation qui part d'un point A et qui va à un point B. Un long-métrage, c'est un personnage qui va d'un point A à un point B. Et le moment où on a voulu raconter autre chose que des situations, parce que nous, c'était beaucoup ça. C'était des moments, des sensations qu'on avait et qu'on avait envie de partager. À un moment, on a envie de raconter autre chose, on a envie de raconter des personnages. Et c'est ce moment-là où on a décidé de faire des longs métrages. Et après, juste pour revenir sur la fantaisie, forcément, en fait, ça dépend des réalisateurs, ça dépend de l'humeur du moment. Il y a des jours où on va vouloir écrire quelque chose de très fantaisie, comme les frères Wanted ou comme certains des courts-métrages qu'on a pu faire. Et puis des jours où c'est l'inverse. Donc ça, il n'y a pas vraiment de règle. C'est pas on peut plus rien dire. C'est vraiment, ça dépend des gens qui créent et de l'humeur du moment. Et après sur la liberté, enfin aussi sur ce que tu disais, on avait peut-être plus de liberté à cette époque que maintenant, peut-être. Mais après, je pense qu'il y a toujours des moyens détournés de parler de sujets délicats et de les faire comprendre au maximum de gens. Enfin, j'ai eu cet échange-là avec au Burundi, qui est une dictature, et dans lesquels ils voulaient faire des films engagés. Et je leur ai dit, voilà, il y a toujours le moyen, sans être de manière directe, d'aller sur des choses de manière indirecte, quoi, à travers une fable, à travers un moyen détourné de parler de sujets. Au Mali, le réalisateur Cheikh Oumar Sissoko avait fait justement comme ça un film sur la dictature qui s'appelait Gimba le tyran. Il avait fait un film d'époque médiévale, mais c'était un sujet qui parlait de la dictature au moment où il a fait le film, de la dictature au Mali. Bonsoir. J'avais une question et je me demandais en fait si Courtrajmé et vos écoles défendaient une nouvelle manière de faire du cinéma aussi, en termes narratifs, d'écriture de scénarios, des images qu'on propose. On a parlé beaucoup du fait de simplement déjà pouvoir avoir une diversité, permettre à des gens qui n'auraient pas accès de raconter certaines histoires. Mais je me demandais aussi en termes de forme, s'il y avait quelque chose, un peu une défense d'une manière innovante, ouais, de raconter des histoires et faire des images.
Oui, c'est ce que je vais te redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand on sélectionne les candidats, c'est avant tout les points de vue et comment ce dont ils ont envie de parler, qui va faire tu vois, le déclic et tout. Donc oui, forcément, il y a une volonté de raconter autre chose d'une autre manière, voilà, d'une manière différente. Oui, juste pour rebondir aussi, avec les écoles, on essaie de garder ce concept qu'on a toujours nous pratiqué avec Courtrage-Mé, ce côté vraiment débrouillardise où on fait des films. Vraiment, nous, Courtrage-Mé, on n'a jamais eu de financement pour faire nos films. Ça a toujours été de la débrouille, une caméra, des gens disponibles, une voiture disponible, et on se débrouille. Et c'est ce qu'on essaie aussi de leur apprendre à l'école. On leur dit clairement dès le début, voilà, vous avez 2 bouts de ficelle pour faire un film, démerdez-vous, quoi. Et c'est ce qu'on essaie aussi de leur apprendre, de pouvoir faire des films sans moyens, sans argent. Et c'est ce qu'on a toujours fait avec Courtrage-Mé. À travers l'école aussi, on cherche quand même à leur apprendre les codes de cette industrie, certains codes de cette industrie. Donc voilà, mais il y a d'autres films des fois qui sont créés en dehors du programme de la formation et qui sont justement aussi très déjantés, très décalés et tout, et enfin voilà, donc et avec une autre forme narrative. Et donc on voit bien que une fois sortis de là, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et puis ils tracent leur route. On va prendre une dernière question. Et ce sera la mienne. Bonjour. Moi, j'ai envie de rêver. Et du coup, c'est probablement un peu utopique, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour une production commune des 4 réals, pas pour vos petits plaisirs personnels, mais pour notre grand plaisir à nous, un truc léché, poétique, comme vous savez faire. Est-ce que vous y réfléchissez? Voilà, faut nous régaler, voilà. Non, mais ça, on aimerait bien. Je pense qu'un jour, ça va arriver. On s'en parle des fois, et c'est intéressant en plus de passer d'une forme, parce qu'on a chacun notre identité propre et notre façon d'articuler nos images à notre propre manière. Et après, il faut trouver la bonne idée pour pas que ce soit juste un gimmick ou que ce soit juste une petite friandise. Il faut que ce soit quelque chose qui fasse sens. Mais je pense qu'un jour, ça arrivera. Si vous avez une idée. Une belle histoire. Une belle histoire. Ah, ça, c'est pas pour moi, c'est pour Kim. C'est bon? Merci. Merci beaucoup, à vous et merci à vous, évidemment.